Une attaque absolument sans précédent de la part de l'Ukraine, ou peut-être devrais-je dire, de la part de l'Occident collectif contre le territoire légitime de la Fédération de Russie. Ils sont allés très loin, pratiquement jusqu'au centre, au cœur de la Russie. Pour l'instant, aucun dégât n'a été signalé, il ne semble pas que les missiles aient atteint leur cible, mais l'essentiel n'est pas là, ce ne sont pas les dégâts en tant que tels qui comptent. L'essentiel réside dans la portée, car du côté de l'Ukraine, on parle déjà d'une portée de 3000 km avec ces missiles Flamenco. Il faut ajouter cela à d'autres attaques que l'Ukraine mène contre le territoire de la Fédération de Russie, des attaques qui semblent déjà habituelles, mais qui épuisent aussi. La question est, qui attaque réellement, l'Ukraine ou le Royaume-Uni? Pourquoi? Jusqu'où l'Ukraine pourrait-elle aller avec la production de missiles d'une portée aussi longue en si peu de temps, avec des ressources aussi limitées? Alors que le pays est plongé dans une guerre, c'est une question totalement ouverte à laquelle nous allons essayer de répondre dans ce reportage. Tout d'abord, les attaques que mène actuellement l'Ukraine ont des points absolument différents. Elles se déploient et se diversifient sur tout le territoire de la Fédération de Russie, et elles sont plus fréquentes à certains endroits qu'à d'autres. À Belgorod, par exemple, les attaques ukrainiennes ont de nouveau fait des ravages. Regardons-les pour comprendre exactement comment elles se déroulent et de quelle manière. Comment l'Occident collectif s'attend-il à ce que vive la Fédération de Russie? Et tout de suite, nous passons à l'attaque principale qui pourrait marquer un tournant décisif. Écoutons cela avec le son. Merci.
Ce que vous entendez en ce moment, je voulais que vous l'écoutiez tel quel, c'est-à-dire, ce sont plusieurs vidéos, mais vous voyez déjà et vous ressentez à quel point c'est long, combien de temps durent ces attaques, à quel point elles sont censées être absolument dévastatrices. Merci. Dans ce cas, nous voyons la ville de Belgorod, toute la région de Belgorod, c'est moi qui parle. Regardez comme les attaques continuent encore. Et c'est une seule vidéo, ce dernier morceau qu'on voit et qu'on ressent parfaitement. Comment cela les affecte-t-il? Imaginez à quel point cela doit affecter ces petits. Merci. Si ce sont des attaques déterminantes ou absolument brutales venant d'Ukraine, comment cela devrait-il affecter la population civile de la Fédération de Russie? Malgré tout cela, et c'est la partie fondamentale qui apparaîtra ensuite dans les gros titres occidentaux. Ce que je viens de mentionner, c'est l'intention. La réalité, c'est qu'en Russie, la population comprend parfaitement ce qui se passe. Merci. Les forces armées ukrainiennes ont lancé une nouvelle attaque massive contre l'infrastructure énergétique de Belgorod, causant de graves dégâts. Et 60 000 personnes se sont retrouvées sans électricité. Selon le gouverneur Vyacheslav Vladkov, il n'y a pas de victimes, mais d'importants dégâts ont été causés, visant encore des infrastructures en construction. Merci. Tous les services d'urgence sont sur place. Malgré les infrastructures endommagées, le secteur social continue de fonctionner. Selon le gouverneur, les jardins d'enfants et les écoles ont ouvert normalement car ils ont pu rapidement passer à l'alimentation par générateur de secours. La Fédération de Russie, en effet, a été assez bien préparée à ces attaques, mais les plus fortes restent encore à venir. C'est-à-dire, nous allons maintenant commenter ce qui se prépare du côté de l'Occident collectif, ce que l'Ukraine très probablement. Merci. Dans toute son expression, est-ce cela? Est-ce que vous voyez toujours Belgorod en arrière-plan? Pour que personne ne se trompe, mais le plus important, il n'y a pas d'image des faits, il n'y a pas d'image de contrôle de la part ukrainienne. Mais il semble que les missiles n'aient pas atteint leurs objectifs. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'il n'y a pas d'image de contrôle. Quoi qu'il en soit, en plus de ces attaques de base, merci. Visant à déstabiliser la Russie de l'intérieur, à essayer de décapiter son infrastructure énergétique, mais aussi à tenter d'user le moral de sa population. Il y a ces autres attaques qui cherchent à provoquer un affrontement direct entre la Fédération de Russie et peut-être les pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord. 2 missiles ont tenté d'attaquer Tchouban, l'un a été abattu et le second a changé de trajectoire et s'est éloigné vers la République voisine. Selon le gouvernement de la région, une alerte aux missiles avait déjà été déclarée à Tchoubassi, dans les régions de Sverdlovsk, Penza, Samara, Saratov, Orenbourg, Bachkiri, ainsi qu'au Tatarstan. La déclaration d'une menace de missile à une telle distance est un événement vraiment extraordinaire et très important. Il est probable que les événements, les tentatives d'atteindre certains objectifs, dont il y en a beaucoup dans ces régions, soient à nouveau réalisés très bientôt par l'Ukraine. Et le plus important, c'est que ces attaques sont absolument sans précédent, car elles visent la partie la plus importante, l'impression. Les gros titres occidentaux, tout d'abord parce qu'au sein de la Fédération de Russie, je doute que cela puisse causer le moindre dégât. Mais sans aucun doute, nous parlons d'une menace de plus en plus sérieuse et de plus en plus croissante. Rien que la Russie ne puisse gérer, mais jugez-en par vous-même. Dans le cas des missiles Flamingo, et il est en fait probable que ces missiles aient été utilisés, mais avec une sorte de réserve que nous allons commenter ci-dessous. Le point clé, sans aucun doute, c'est la distance déclarée par la partie ukrainienne. Nous parlons de 3000 km de portée, rien de moins. Cela signifie que les plateformes de lancement de ces missiles peuvent être placées aussi loin que possible à l'arrière, améliorant ainsi la sécurité du lancement. Parmi d'autres questions, si c'est avec des drones, comme par exemple avec les drones Luti,
qui sont les AN-196 96 en général, il y a assez de temps pour réagir. Et c'est suffisant pour informer toutes les unités via la chaîne de commandement habituelle. Avec les missiles, Flamingo pourrait en fait être beaucoup plus compliqué. La vitesse de vol déclarée d'un missile de ces caractéristiques est de 900 000 km/h. Je pense qu'on a déjà sauté la deuxième partie, mais je vais l'ajouter, excusez-moi. La vitesse déclarée de ces missiles atteint jusqu'à 900 km/h. À cette vitesse, le missile peut atteindre Moscou depuis les zones frontalières en environ une demi-heure. Et jusqu'à la Volga, qui, attention, est déjà un point très éloigné de la frontière où une menace d'incursion a été déclarée. Des missiles en un peu plus d'une heure. Dans ces conditions, la fenêtre pour la détection et la prise de décision de la Fédération de Russie se réduit de manière vraiment drastique. Et c'est là que ces attaques deviennent vraiment cruciales. Mais il y a plusieurs points à commenter ici, alors poursuivons avec les réserves qu'il faut apporter à ces attaques menées par l'Ukraine. D'une part, ce sont des attaques sans précédent, absolument. C'est-à-dire qu'aucun missile, en plus supposément de production ukrainienne, n'était jamais allé aussi loin auparavant. Je veux dire, Tchouvatchi. C'est déjà quelque chose de beaucoup plus important par rapport à ce que le régime de Kiev avait fait jusqu'à présent. En ce qui concerne les attaques contre des cibles à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie, passons aux réserves concernant cette attaque, je le répète, absolument sans précédent, menée par l'Ukraine, avec les missiles Flamingo. Tout d'abord et avant tout, ces missiles Flamingo, et c'est le véritable danger de ces attaques, pourraient être directement les missiles britanniques FP5 Milan. En fait, nous parlons de missiles FP5 Flamingo ukrainiens. Quelle coïncidence que les Britanniques s'appellent aussi FP5. Ils sont également produits, effectivement, avec l'aide de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, ce qui, effectivement, représente déjà une menace raisonnable et bien un danger qui sera considéré comme tel de manière très raisonnable par la Fédération de Russie. Une chose est qu'ils aient aidé à produire, une autre chose est qu'il ait pu s'agir directement de missiles britanniques. Ici, je vous pose la question de manière absolument ouverte, c'est-à-dire que cette question n'a pas encore de réponse correcte. Mais en tenant compte du niveau de corruption qu'il y a en Ukraine, en tenant compte du fait que l'Ukraine est dernièrement absolument acculée sur le champ de bataille. Tiens-pro, comment se fait-il qu'il manque de ressources ? Troisièmement, comment en définitive elle traverse des moments très critiques. Elle n'a pas surtout une énergie stable, une énergie suffisante. Je vous demande à vous, jusqu'à quel point pensez-vous vraiment que l'Ukraine pourrait produire ces missiles Flamingo et encore moins de façon massive ? Certaines personnes disent que les moteurs de ces missiles, qui constituent la partie principale et la plus importante, ont été fabriqués dans l'usine Motor. Sich, elle a plusieurs particularités, dont l'une est que cette usine a été attaquée à plusieurs reprises. En fait, à plusieurs reprises, même de façon consécutive par la Fédération de Russie. Et je pense que cela a été fait précisément pour essayer d'empêcher la poursuite de la production de ces moteurs. Il en reste actuellement une centaine. C'est-à-dire que l'Ukraine, en théorie, pourrait produire ces missiles, mais je ne saurais pas vous dire dans quelle mesure elle a réellement la capacité de le faire ou non. Et donc, je pense qu'il pourrait s'agir de missiles britanniques qui voleraient et qui volent vers la Fédération de Russie directement, simplement avec le sceau ukrainien. Donc forcément, la menace est en train de monter d'un cran. Et la Fédération de Russie, si elle le voulait, pourrait, si cela s'avérait vrai, l'utiliser pour déclencher une guerre de bien plus grande ampleur. Ce qui se passe, c'est que, comme vous le disiez dans les commentaires, l'ours russe est très patient, on essaye de le provoquer, mais il tient bon. Mais ce que veut vraiment l'Occident collectif, c'est porter la guerre au niveau de l'OTAN.
Parce que ceux qui sont sortis et qui continuent de sortir de plus en plus maintenant des États-Unis sortent de l'équation de cette aide, surtout économique, à l'Ukraine. Donald Trump ne veut plus payer et ils veulent pas l'obliger à payer et ils veulent pas l'obliger à entrer dans le conflit simplement parce que les principaux partenaires sont attaqués. Ou alors finir par enterrer l'OTAN elle-même. Alors finir par reconnaître que les États-Unis n'ont plus ce pouvoir militaire, qu'ils n'ont plus cette présence militaire dans la région. Et donc, ils doivent redessiner la carte de leur influence, y compris leur influence militaire. Ce serait peut-être trop pour un Donald Trump qui est déjà en train de perdre sur de nombreux fronts géopolitiques. Donc, je pense que c'est une tentative désespérée d'entraîner la Fédération de Russie dans un conflit de bien plus grande ampleur et de bien plus grande portée. Je doute fort qu'il puisse y parvenir, mais ce qui est très clair, c'est qu'avec ces options et ces probabilités, il est tout à fait possible que des attaques de ce type continuent à se produire et que l'Ukraine tente encore d'atteindre des objectifs bien plus cruciaux et bien plus douloureux pour la Fédération de Russie. C'est-à-dire que ceci n'est que le début des futures provocations de la part du régime de Kiev. Et donc, à partir de maintenant, les négociations iront très probablement en diminuant, même si on nous dit qu'elles se déroulent normalement. Parce que comment peux-tu négocier avec un pays qui, en réalité, cherche à obtenir tout le contraire de la paix par le biais des négociations? Et d'autre part, je répète que ce type d'attaque va se produire de plus en plus souvent et avec de plus en plus de force contre le territoire de la Fédération de Russie. Certains, ici aussi, s'attendent déjà à ce que la Russie augmente le niveau de sa riposte. Mais je vous assure, il est dans l'intérêt de tout le monde que la Russie tienne le coup aussi longtemps que possible, parce que ce que la Russie supporte, elle le gagne, elle finit par le gagner. Nécessairement sur le champ de bataille, c'est là qu'elle progresse vraiment. En ce moment, la Russie n'a absolument aucun intérêt à élever cela à un niveau supérieur, à épuiser encore plus sa propre armée. Sérieusement, je sais que maintenant, surtout pour ceux d'entre vous qui soutiennent la Russie, il est très difficile de voir comment ils attaquent et qu'on ne peut pas toujours faire quelque chose. Cette fois-ci, la Russie a réussi à repousser ses missiles et par conséquent à arrêter l'attaque ukrainienne ou britannique. On ne sait pas ce qui se passera lors des prochaines tentatives, parce qu'avec cette vitesse, il est certainement plus difficile de réagir, surtout de réagir sur le moment. Mais si la Russie ne fait pas preuve de la patience nécessaire, nous pourrions tous nous retrouver dans une situation pour le moins très désagréable, voire carrément mortelle en termes de destruction massive. Donc, vraiment, il vaut mieux qu'elle tienne bon et qu'elle poursuive l'opération militaire spéciale, qui est ainsi, elle l'a absolument planifiée et elle se déroule maintenant en toute normalité.